Bonjour à tous, j'ai l'honneur de présenter Jean-Pierre Sauvage, donc je serai rapide. Jean-Pierre, c'est un ancien de l'école de chimie de Strasbourg. Il a fait sa thèse chez Jean-Marie Lehn sur les cryptates avec son ami Bernard Dietrich. Prix Nobel aussi. Donc Jean-Marie Lehn est un prix Nobel reçu en 1987 sur les travaux sur les cryptates, d'ailleurs. Donc Jean-Pierre a reçu a eu un poste de chargé de recherche au cours de sa dernière année de thèse. Les temps changent. Et par ailleurs, il a fait un postdoc à Oxford, chez Malcolm Green, pendant 1 an et demi, où il a travaillé notamment sur la photochimie inorganique. En 1974, il retourne au laboratoire de Jean-Marie Lehn en tant que chargé de recherche, où il travaille sur les éthers-couronnes chiro et sur la photolyse de l'eau. En 1979, il est promu directeur de recherche CNRS, et c'est le début de son laboratoire, appelé Laboratoire de chimie organo-minérale. Alors, il m'a dit que c'était un clin d'œil sur le fait qu'on pouvait faire à la fois de la chimie organique et de la chimie minérale dans le même labo, qu'il n'y avait pas de frontières entre les domaines. Donc au début, il s'intéresse à des projets très variés, comme l'électroréduction du dioxyde de carbone. Et c'est en 1983 qu'il va y avoir un tournant dans sa carrière, puisque c'est la première publication sur un caténane de cuivre dont il en a fait sa spécialité, dont il va nous parler. Et donc c'était des travaux réalisés avec Christian Dietrich Buchecker. Il a reçu bien évidemment de nombreux prix et distinctions. Je ne vais évidemment pas toutes les citer, juste quelques-uns. Donc, en 1999, il est élu à l'Académie des sciences. En 2007, il a été président du 21e congrès Solvay en chimie. En 2014, il a reçu le Grand Prix de la Fondation de la Maison de la Chimie. Et bien évidemment, comme on le sait tous, en 2016, il a reçu le prix Nobel de chimie avec Bernard Feringa et Fraser Stoddart sur les machines moléculaires. Voilà, j'en ai dit assez. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Parfait. On va essayer de faire en sorte que ça continue. Donc tout d'abord, je voudrais remercier l'École de chimie de Rennes pour cette invitation fort agréable et lui souhaiter bon anniversaire aussi. Donc c'est le même anniversaire à Strasbourg, en gros, quelques mois près. Je voudrais remercier son directeur de m'avoir invité. Merci Régis. Et bien sûr, rendre hommage à Yann Trollez, le jeune homme qui m'a présenté, donc a été un étudiant formidable à Strasbourg et je crois avec qui on s'est entendu comme larron en foire en sciences pendant un certain nombre d'années. Donc c'est un vrai plaisir d'être là. Ça a été un vrai plaisir de participer à son habilitation à diriger les recherches hier. Et maintenant, on va parler un petit peu de science. Alors, je suis désolé, sans le lettre, en fait. Mes diapos sont en anglais. La science est internationale. Ça a été dit de manière très claire par plusieurs intervenants, dont Madame le recteur. L'anglais est la science disons, l'anglais est le langage de la science. Par contre, je vais parler français. Ce qui fait que, bon, on aura une traduction simultanée sur les diapositives. On va démarrer avec quelques définitions très simples sur des molécules dont vous n'avez sans doute pas beaucoup entendu parler, qui paraissent un peu exotiques, un caténane ou un rotaxane. Alors un caténane, c'est un composé très particulier, ça n'existait pas avant il y a quelques dizaines d'années. C'est constitué de 2 anneaux entrelacés pour le plus simple d'entre eux, donc le 2-caténane. 2 indiquant 2 anneaux entrelacés.
Et ce sont des objets qui ont une topologie intéressante. Alors, topologie, je me permets de vous rappeler peut-être que ça n'a rien à voir avec la géométrie. Les propriétés topologiques d'un objet, c'est quelque chose de très, très précis, très différent. Simplement, cet objet-là, on ne peut pas le représenter dans un espace bidimensionnel, ou pour parler plus simplement, le dessiner dans une feuille de papier, sans qu'il n'y ait deux points d'intersection minimum, quelles que soient les déformations que l'on va faire subir à cet objet. On dit alors que la topologie de l'objet est non triviale. Elle est intéressante pour les topologues, pour les mathématiciens en topologie. Et les chimistes, disons, ont été incapables de faire des molécules comme ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est marqué en anglais ici. Ces composés étaient considérés comme purement hypothétiques. C'était des objets intéressants pour des discussions devant une bière ou ailleurs, mais disons, il n'y avait aucune réalisation expérimentale. Et nous nous sommes posé la question de savoir si on pourrait fabriquer des molécules comme ça, sachant qu'il y avait déjà eu des travaux allemands, le professeur Schill, qui dans les années 60 avait publié une synthèse, donc une stratégie pour fabriquer de telles molécules. Un travail extrêmement élégant, mais disons qu'il n'a pas eu un gros impact, parce que ça semblait excessivement difficile à reproduire. Donc les gens ont dit bravo, tout le monde a été impressionné, et en fait tout le monde s'est ensuite désintéressé très rapidement du travail, tristement, alors que c'était un magnifique travail intellectuellement. Mais ces molécules ont été considérées comme encore à fabriquer. Disons, on considérait qu'elles n'ont pas été réellement obtenues, au moins de manière satisfaisante. Alors maintenant, pour les jeunes scientifiques et pour ceux qui ont des projets de recherche un jour ou une ambition scientifique à venir, je vais raconter la genèse de ce domaine, ou le début de ce domaine, en sachant qu'il y a quelque chose à retenir, c'est que la recherche, ce n'est pas linéaire. Disons, si vous pensez qu'un scientifique a un but là-bas, très loin, cycle ingénieur là. Donc il y a un but très précis et on va démarrer un jour et on va rester sur une autoroute. On va travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans vers ce but. Ce n'est pas nécessairement la meilleure démarche. Il faut être très souple, à mon avis. Il faut être prêt à sauter d'un domaine vers un autre. Il faut être prêt à faire marche arrière, à admettre qu'on a raté, à admettre qu'il y a des trucs plus intéressants à explorer, etc. Et j'espère que cette toute petite démonstration de 2 minutes va vous convaincre. Donc, quand on a démarré notre labo, c'était en 1980, comme Yann l'a rappelé, on avait plusieurs projets. Donc, un jeune scientifique qui démarre son labo, ça doit être un peu un chien fou. Il faut qu'il démarre plusieurs projets, qu'il voit lesquels vont marcher, lesquels ne vont pas marcher. On a travaillé dans différents domaines. Et un domaine nous intéressait particulièrement, c'était celui de la photolyse de l'eau. Donc la photolyse de l'eau, c'est magique si ça marche. On prend de l'eau, ça ne manque pas. On prend du soleil, ça va être la source d'énergie, qui va permettre de couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. C'est une réaction magique, parce que si ça marche, on fait le fuel idéal, le combustible idéal, l'hydrogène, qui est bien sûr non polluant quand on le brûle, et on fait de l'oxygène. Bon, celui-là va partir dans l'air. Et il y a eu d'énormes travaux, il y a eu des dizaines, des centaines d'équipes de recherche qui ont travaillé à ce problème, donc essayer de faire un combustible en utilisant de l'eau et du soleil. Très simple. Et nous, on a fait quelques avancées. À l'époque, j'étais encore chez Jean-Marie Ley, j'étais en train de passer directeur de recherche. Et on a fait quelques avancées dans ce domaine. Et c'est un domaine qui, bien sûr, est passionnant, mais extrêmement difficile. À l'époque, il y avait un héros. Le héros, c'était 7 molécules. C'est un complexe de ruthénium. Alors, pour ceux qui ne se souviennent plus très bien
de la table des éléments périodiques, bien que ce soit l'année Mendeleïev, cette année. Le ruthénium est juste en dessous du fer. Donc fer, ruthénium, osmium. Et ça forme de très belles molécules, des complexes inorganiques, avec un centre ruthénium, ici, et 3 molécules simples, des bipyridines, donc 6 atomes d'azote autour du ruthénium. Ça a des propriétés formidables, disons très prometteuses, en vue de couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant la lumière. Un inconvénient, disons, qui nous avait frappé très tôt, le ruthénium, c'est un métal noble. Si vous pensez ruthénium, vous pensez or, platine, rhodium, des métaux qui sont extrêmement rares, extrêmement chers. Donc, manifestement, si un jour ça marche, on ne pourra pas utiliser du ruthénium. Il faudra trouver un autre métal. Et hasard heureux, quand nous avons démarré ou continué des travaux dans ce domaine, nous nous sommes dit, on va essayer de remplacer le ruthénium par un métal beaucoup moins cher. Alors un métal vraiment pas cher du tout, auquel on peut penser, c'est le cuivre. Le cuivre, par rapport au ruthénium, ça vaut strictement rien. Et au même moment, à Strasbourg, est arrivé un jeune prof américain, Dave McMillan, qui était en année sabbatique. Les Américains prennent des années sabbatiques comme ça dans différents pays, tous les 7 ans, ceux de bonnes universités comme Purdue University. Et Dave McMillan est arrivé à Strasbourg. On a interagi énormément, on avait beaucoup de choses en commun. Et on avait fait une molécule très simple qui était celle-ci. Donc vous reconnaissez ici 2 atomes d'azote, prêts éventuellement à se lier à un métal, et 2 groupements phényl. Voilà. Donc une molécule en forme de croissant, si vous voulez. Et Dave McMillan et mon groupe, on discute et on se dit, voilà, on va s'embarquer dans un projet commun. Nous, on va fabriquer les molécules et nos amis américains vont faire toutes les études physiques, alors surtout photophysiques, donc le comportement de ces molécules sous irradiation lumineuse, et en avant. On part sur un projet comme ça, toujours en liaison avec la photolyse de l'eau. Donc on fabrique un complexe de cuivre, alors c'est du cuivre 1+, cuivre monovalent. Donc on mélange 2 molécules comme ça avec un atome de cuivre. Et si vous regardez juste comment je le fais avec mes mains, je fais ça, c'est très simple. Je commence à entrelacer 2 croissants. Donc j'ai 2 croissants comme ça, moléculaires, autour d'un cuivre. Très bien, on fait des tas d'études avec Dave McMillan, etc. Et puis le plus important était encore à découvrir ou à reconnaître. Le plus important, on va essayer de le découvrir ensemble. J'imagine que, par exemple, ce fragment, ici, qui est dans un plan vertical, au moins pour cette partie, je vais le transformer en anneau. Donc je vais joindre ce point à ce point. Donc je suis en train de fabriquer un anneau dans un plan vertical. De l'autre côté, donc ce fragment-là, il est dans un plan horizontal, plus ou moins. Je vais imaginer, par l'esprit toujours, que je joins ce point avec ce point-ci. Donc je fabrique un anneau dans un plan horizontal. Comment sont ces 2 anneaux? Merci. Ils sont entrelacés. Donc tout d'un coup, on s'est dit, ben là, on a un truc formidable pour fabriquer un caténane. Et les caténanes étaient complètement inconnus. Donc, dilemme, ou bien on continue dans un domaine qu'on connaît bien, la photochimie inorganique, les transferts d'électrons, ou bien on saute dans l'inconnu, et c'est vraiment dans l'inconnu, c'était un domaine vierge, et on se dit, ben, on va essayer de fabriquer un caténane. Alors vous pouvez réfléchir à ce que vous auriez fait. Donc dans notre labo, il n'y avait pas unanimité. Et personnellement, donc, j'ai poussé, j'ai dit, on saute. On arrête le domaine qu'on connaît, on saute. Et à ce moment-là,
toujours pour vous montrer que la recherche n'est pas linéaire. À ce moment-là, j'avais une très bonne amie avec qui j'avais fait des études. Enfin, on était en classe prépa plus ou moins ensemble. Elle était un peu avant moi. Elle avait fait l'école de chimie de Strasbourg aussi. Et elle s'embêtait un peu dans son labo. Et elle me dit, voilà, Jean-Pierre, si tu veux, je viens travailler avec toi. Et elle avait des compétences formidables en synthèse. C'est une personne qui savait fabriquer des molécules complexes. C'était vraiment son domaine d'expertise. Et je lui ai proposé qu'on essaye de fabriquer un caténane ensemble. Et elle a dit, on y va. Alors les gens s'imaginent parfois, quand on lance un nouveau sujet ou qu'on rentre dans un domaine, ça va prendre 25 ans avant de rendre. Non, ça a pris 10 mois. 10 mois entre le moment où elle est arrivée et a démarré le projet et le moment où on avait une publication. Donc si on retire même le temps de publication, c'était sans doute 8 mois. Donc c'était un génie expérimentalement. Elle faisait, disons, tout ce qu'elle avait envie de faire, elle le réussissait. Et on a publié en 1983, en français, ce qui était un peu spécial, publié en français à l'époque, une nouvelle famille de molécules, les métallocaténanes. Voilà, donc c'était parti. Alors maintenant, moi je faisais les dessins à l'époque. Christiane faisait les molécules, et elle les faisait très très bien, presque plus vite que moi je ne faisais les dessins à langue de Chine. Mais j'ai eu des étudiants, notamment Damien Jouvenot, qui m'ont vu donner des conférences avec mes vieux dessins à Grenoble, où il est maître de conférences, et qui m'ont dit, Jean-Pierre, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas donner des tas de conférences et on va te faire des trucs modernes, quoi. Voilà. Donc là, je vous montre quand même une diapositive moderne préparée par Damien Jouvenot. Donc ça, c'est la molécule de départ. Voilà, c'est la même que celle-ci. Donc vous voyez ce croissant avec 2 fonctions phénol. Et on va le faire réagir avec du cuivre. Donc ça fait ça. Le cuivre arrive. On a fabriqué ce système avec 2 ligands encastrés. Ensuite, on cyclise à droite, on cyclise à gauche, et tout le monde comprend comment on fait un caténane. Oui? Voilà, donc ça paraît simple. Et en fait, c'était expérimentalement pas très compliqué. Une deuxième stratégie, plus sophistiquée et plus intéressante, est décrite ici. Donc, on va prendre cet anneau que l'on vient de fabriquer. On a toujours le même motif ici, nos 2 phényls, des atomes d'oxygène ici. Et on a déjà relié ces 2 atomes d'oxygène avec un fragment pentaéthylène glycol. Bon, ce n'est pas important. Et on va procéder par un processus de assemblage et enfilage. Donc c'est représenté là-dessus. Le cuivre arrive, un autre fragment s'enfile, et finalement, on cyclise, donc on ferme le 2e anneau. Et ça a marché très bien. Donc c'était le début de ce domaine. Ensuite, on a pu, bien sûr, renforcer les travaux initiaux. On a pu cristalliser les molécules. Donc voici la structure aux rayons X du complexe de cuivre initial. Donc quelque chose de très compact, avec des tas d'interactions d'empilement, stacking. Ensuite, on peut démétaller, c'est instantané, quantitatif, et on obtient maintenant une nouvelle molécule, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus flexible. Donc on avait appelé ça une métamorphose moléculaire. On n'est pas encore en train de faire des machines, mais c'est une métamorphose. Ensuite, on a travaillé avec des méthodologies plus modernes, au début en collaboration avec Bob Grubbs et son groupe, donc Bob Grubbs qui a eu le prix Nobel en 2005 pour, disons, des catalyseurs merveilleux qui ont permis, dans ce cas particulier, d'obtenir un caténane avec un rendement global de 92%. Donc c'est difficile d'améliorer ça. Donc on part de 2 fragments capables d'interagir avec du cuivre. On a accroché des chaînes un peu longues avec des oléfines terminales. On obtient cet intermédiaire, ça c'est absolument quantitatif. Et ensuite on va cycliser.
Donc c'est une réaction que vous avez sans doute vue dans vos enseignements de chimie organique, la métathèse des oléfines, donc ring closing metathesis. On forme ici un anneau, on forme ici un anneau. On peut ensuite réduire les doubles liaisons, hydrogéner, retirer le métal. Et comme je disais, le rendement est stupéfiant. Et on était tellement stupéfait qu'on n'y croyait vraiment pas bien au début. Mais on a confirmé en association avec l'équipe de Bob Grams. Ensuite, pendant des années, on s'est beaucoup intéressé à des molécules qui ont une topologie originale. Donc topologie, hein, j'y reviens, ce n'est pas la géométrie. Donc on a fait un caténane, ça c'est ce que l'on vient de discuter. On a fait ensuite des caténanes plus compliqués, jusqu'à 5, 6, 7 anneaux entrelacés les uns avec les autres, très très compliqués. Mais on va passer quelques minutes sur ce que l'on considère comme l'un des succès de notre équipe, qui est d'avoir fabriqué un nœud moléculaire, et notamment le nœud de trèfle. Donc le nœud de trèfle et les caténanes, ça paraît un peu exotique comme ça, mais on s'est rassuré, on a été regardé dans la littérature, en biologie, et en biologie, les nœuds et les caténanes sont omniprésents. Donc à chaque fois qu'il y a de l'ADN circulaire duplex, qui recombine, etc., on va trouver, hein, et c'est vraiment des objets d'une grande banalité en biologie, on va trouver des nœuds formés sur l'ADN. Donc un nœud, si je reviens à ça, le nœud le plus simple, non trivial, c'est le nœud de trèfle, avec 3 croisements. Hein, je peux me promener sur la courbe, je reviens au point de départ, et j'ai 3 croisements nécessairement pour le dessiner dans une feuille de papier. Et l'ADN forme des nœuds très, très beaux, de manière très, très banale, complètement banale, souvent comme des espèces transitoires. Mais disons, il y a des nœuds partout dans l'ADN et il y a des caténanes partout dans l'ADN. Donc là encore, un très beau caténane, c'est un caténane en 8. On a un 8 ici, et on va traverser les 2 boucles du 8 par un anneau, et on obtient un caténane très spécial à 5 croisements, qui est ce caténane en 8. Donc bien sûr, l'ADN, c'est gros, hein. On n'est pas dans le domaine de l'angstrom ou du nanomètre, on est à une échelle beaucoup plus grande, mais ce sont des molécules. Donc bien sûr, les premiers nœuds, les premiers caténanes, ce n'est pas nous qui les avons fabriqués, c'est dans l'évolution que ça a été fabriqué il y a sans doute quelques milliards d'années. Et quelque chose plus récemment qui a vraiment surpris les chimistes, les protéines forment des nœuds. Donc vous savez tous qu'on est plein de protéines. Il y a une banque de données de structures de protéines à Cambridge qui est très riche. Et les gens ont exploré ces protéines, les structures de protéines. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé qu'il y a 1% de toutes les protéines qui sont des nœuds moléculaires. Ce n'est pas par hasard, hein, c'est l'évolution, ça. Et dans l'évolution, disons, à un moment, il y a eu besoin de rigidifier les protéines. Donc, dans l'évolution, elles ont été nourries. C'est fort, je trouve. Le record, sans doute, dans les objets de type caténane ou nœud, c'est un virus. HK97, c'est un méchant virus vis-à-vis des bactéries. Et ce virus est un énorme caténane. Donc, si on regarde sa structure aux rayons X, donc ça, c'est la capsule en anglais. Et c'est un énorme caténane, c'est une cotte de mailles. On a des hexagones, des pentagones, des hexagones, et tout ça, c'est entrelacé. Donc, c'est exactement une cotte de mailles, chainmail en anglais. Et le virus se protège comme ça. Il est très déformable, parce qu'une cotte de mailles, comme les chevaliers du Moyen-Âge le savaient bien, ça se déforme bien. Et en même temps, c'est très résistant. Le virus va résister à des tas de choses et être capable de passer des barrières. Donc le nœud de trèfle nous a beaucoup intéressés.
Et je vais juste vous montrer quelques minutes que lorsque l'on fabrique des molécules qui ont l'air comme ça très farfelues, déjà il y a le pari de synthétiser ces molécules. Est-ce qu'on est capable de faire des molécules dont certains chimistes ont rêvé, mais qu'ils ont été totalement incapables de fabriquer? Et en même temps, est-ce qu'on va trouver de nouvelles propriétés? Et la réponse est oui. Donc voici comment on a fabriqué un nœud. Donc ceci, c'était la stratégie pour fabriquer un caténane. On s'en inspire. On la double simplement. On prend un filament moléculaire qui comporte deux bosses, ici, une bosse là, une autre bosse ici. Et ces bosses sont des fonctions chimiques qui vont permettre une interaction avec un métal. Donc on réagit deux filaments, comme ceci, deux atomes de cuivre, on va voir très vite que c'est du cuivre, et on obtient une double hélice, donc un arrangement hélicoïdal. Ensuite, on va cycliser, on va aller de ce point-ci à ce point-là, séparément de ce point-ci à ce point-là, et on obtient un nœud. Ce n'est pas strictement instantané, mais ceci, c'est un nœud. C'est une seule courbe, c'est une courbe fermée, simplement elle est nouée. Donc, si je me promène sur cet objet, voilà, je me promène entièrement, et je réalise que je reviens au point de départ. Donc voilà, j'ai un point d'intersection au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, je reviens au point de départ. Je retire les deux centres métalliques et j'obtiens un nœud représenté de manière plus classique. Donc voilà la stratégie qu'on a appliquée. Alors, bien sûr, ça n'a pas marché de manière instantanée. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Donc on part de cette molécule. Ça ressemble à la molécule que l'on a utilisée pour faire un caténane. Simplement, en gros, on l'a doublée. On a un croissant ici et on a un deuxième croissant là. Donc on mélange avec du cuivre, cuivre 1+, monovalent, et on obtient cet objet. Donc la double hélice. Alors par parenthèse, on a deux énantiomères. On a une double hélice gauche, telle que celle-ci, et une double hélice droite. Là, je n'ai représenté qu'un énantiomère. Ensuite, on va fabriquer le nœud. Donc on va relier ce point à ce point-ci, séparément ce point à cet autre point, et on obtient le nœud de trèfle. Avec un rendement au début qui n'était pas formidable, mais tout ça a été amélioré avec le temps. Donc on passe un petit peu les conditions expérimentales, si vous voulez bien. Simplement, il faut prendre une assez longue chaîne pour être capable de relier ces deux points et séparément de relier ces deux points. Et on obtient ce composé, qui est un nœud. Une seule courbe, trois croisements nécessairement, et on a eu la chance de pouvoir le cristalliser. Donc ça, c'était un moment important pour confirmer que nous avions fait un nœud moléculaire avec une chaîne ici, CH2 4 fois, qui est le connecteur entre ces deux groupements aromatiques, celui-ci et celui-là, et séparément, entre ces deux autres groupements aromatiques, on a une chaîne en CH2 4 fois. Très simple. Donc voici l'objet. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a des proximités entre plans. Donc ça s'appelle des interactions pi-pi, interactions d'empilement, entre des aromatiques. Voilà, là, là, partout il y a des interactions d'empilement. Et c'est, je le redis, une seule courbe. Alors maintenant, on va juste voir une propriété qui est particulièrement excitante. On prend ce composé, et exactement comme pour le caténane, on va retirer le cuivre. On prend l'ion cyanure, et si on prend l'ion cyanure, le cyanure va tirer sur le cuivre, le retirer, et on obtient cet objet. Donc le nœud moléculaire, mais sans métaux. Donc ceci, c'était la molécule dont on a vu la structure aux rayons X, très bien définie. Et là, on obtient une molécule qui a un comportement extrêmement surprenant,
Et on a pu démontrer que cette molécule subit un mouvement de reptation, un peu comme un boa qui est en train de s'enrouler ou de se dérouler, très très lent, et on n'a pas pu avoir de bonnes données RMN. Donc on était un peu déçus. Et ensuite, complètement par hasard, on a pris du cyanure de potassium. Le cyanure de potassium a ça de particulier, c'est qu'il y a du potassium. Le potassium, K+, aime beaucoup interagir avec des fragments O, CH2, CH2O. Alors peut-être que vous avez entendu parler des éthers couronnes. Oui, ok, c'est bien, je vois des gens qui font ça. Donc les éthers couronnes, c'est vraiment l'exemple de l'interaction entre K+, et des fragments O, CH2, CH2O, cycliques dans ce cas-là. Donc on part de cette molécule, on rajoute du cyanure de potassium, le cuivre va être éjecté grâce au cyanure, et l'ion potassium, pas si bête, va se dire « Ah mais il y a quelque chose d'intéressant, il y a des groupements O, CH2, CH2O ici, moi je vais aller interagir avec eux, faire ami-ami avec eux, et c'est exactement ce qui se passe. La structure qui est là s'inverse complètement. Les chaînes O, CH2, CH2O qui étaient à l'origine à l'extérieur vont se retrouver au cœur de la molécule pour former une double hélice avec des groupements O, CH2, CH2O, etc. et deux atomes de potassium qui sont très fortement complexés. Et de l'autre partie, les aromatiques qui étaient au cœur de la molécule vont maintenant se retrouver complètement poussés à la périphérie. Donc on transforme une molécule avec ici un environnement plus ou moins hydrophile avec des atomes d'oxygène, O, CH2, CH2O, en une molécule qui est maintenant terriblement lipophile, aromatique, puisque c'est ceci que l'observateur va voir à l'extérieur de la molécule. Et on peut revenir, c'est complètement quantitatif. Donc c'est un processus qui est complètement nouveau, et à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples où on inverse une molécule, un peu comme une peau de lapin. On inverse une molécule, disons, on a ici le complexe de cuivre, et puis on rajoute du cyanure de potassium, et on a exactement la structure inverse. Tout ce qui était à l'extérieur se retrouve à l'intérieur, et ce qui était originellement à l'intérieur se retrouve poussé à la périphérie. Donc à l'époque, on n'avait pas réalisé vraiment très bien, mais plus récemment, disons, on est revenu là-dessus. Et bon, c'est vraiment un processus original, et il faut avoir fabriqué un nœud. On va maintenant passer à la machinerie moléculaire et passer un petit peu de temps sur les systèmes dynamiques. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, plus ou moins. OK, on y va alors. Voilà, donc quelque chose d'important, c'est la grande différence qu'il y a entre les molécules de synthèse et certaines familles des molécules biologiques. Donc je dis ici que les molécules de synthèse sont considérées comme statiques. Alors statique, ce n'est pas correct. Ça veut simplement dire que les molécules de synthèse, elles peuvent se déformer, elles vibrent, elles s'étirent, elles s'allongent, mais tout ça, c'est complètement stochastique, complètement au hasard. Donc on n'a pas de contrôle sur les mouvements des molécules de synthèse. Par contre, en biologie, c'est totalement différent. On a des familles de molécules, et notamment des protéines motrices, motor proteins, protéines motrices, qui sont là pour bouger de manière complètement contrôlée. Donc on va voir des moteurs rotatifs, des moteurs linéaires. Il y a des molécules absolument incroyables dans la cellule, comme la kinésine ou la dynéine, qui sont des marcheurs, littéralement. Les molécules marchent sur des rails, et c'est leur métier, elles ne savent faire que ça. Et d'autres qui peuvent se contracter, s'allonger, comme des muscles, mais à l'échelle du nanomètre. Donc les protéines motrices sont absolument partout. Et ça, bien sûr, ça a intrigué les chimistes.
les chimistes qui lisent un peu de biologie, qui se sont dit c'est incroyable. Par exemple, l'ATP synthase, bon, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais l'ATP synthase, c'est une enzyme essentielle qui est responsable de la synthèse de l'ATP dans la cellule ou de l'hydrolyse de l'ATP en ADP. Et c'est un moteur rotatif. En gros, c'est le même moteur rotatif pour les bactéries les plus primitives, les archéas, qui ont 3,7 milliards d'années, et pour les mammifères. Donc ça devrait nous rendre modestes. On partage avec ces bactéries les plus primitives des enzymes qui sont pratiquement les mêmes. Moteur rotatif extraordinaire, et puis d'autres systèmes dont on ne va pas parler. Juste une belle vidéo qu'on trouve sur le web. C'est l'ATP synthase qui est déposée sur une membrane. Donc pour ceux qui sont orientés biologie, c'est sur la membrane des mitochondries dans la cellule. Les mitochondries sont les usines à énergie. Et ces systèmes-là tournent. Donc quand on brûle de l'ATP ou quand on fabrique de l'ATP, ça tourne. Et en ce moment, c'est en train de tourner dans votre corps. Il y en a des milliards en train de tourner. Si ça vous fait mal, vous le dites, mais a priori, on ne s'en rend pas compte. Et ça tourne beaucoup plus vite que ce qui est indiqué ici. Ça tourne à peu près comme un moteur de Formule 1, 10 000 tours minute. Donc, voilà, donc peut-être que c'est important puisque ça permet de fabriquer beaucoup d'énergie ou de consommer beaucoup d'énergie. Donc voilà la machine moléculaire sans doute la plus fantastique. Et les chimistes se sont dit, voilà, ils ont lu de la biologie, et ils se sont dit, bon, peut-être qu'avec nos caténanes et nos rotaxanes, on pourrait fabriquer des machines moléculaires. Et la réponse, bien sûr, va être oui. Si j'ai un rotaxane, très simple, et si je suis capable de faire bouger cet anneau rouge de la gauche vers la droite, puis de revenir de la droite vers la gauche, je suis en train de faire un moteur linéaire. Exactement comme un piston qui bouge dans un cylindre. Et bien sûr, personne n'avait fait ça. Si je suis capable de faire tourner cet anneau autour de cet axe, ou tourner cet anneau à l'intérieur de cet anneau, de l'autre anneau, bleu, je me dirige vers un moteur rotatif. Et là encore, personne n'avait fait ça. Donc les chimistes, tout d'un coup, se sont dit, avec des caténanes et des rotaxanes, on est bien équipé pour, disons, avec encore un petit peu de travail, fabriquer des machines moléculaires qui ressemblent très vaguement à la machinerie de la biologie. Alors, je vous montre juste le premier exemple qui a été réalisé dans notre groupe. C'est un caténane. On ne va pas passer énormément de temps là-dessus, mais disons, vous êtes chimiste, vous savez que le cuivre a deux états d'oxydation, principalement. Le cuivre 1+, cuivre monovalent. Alors, dans le temps, on disait cuivre cuivreux, mais je sais que maintenant, c'est fini. Et le cuivre divalent, cuivre 2+, ou cuivrique. Et ces deux états, cuivre 1+, et cuivre 2+, ont des propriétés électroniques très différentes. Le cuivre 1+, aime beaucoup être entouré de 4 atomes d'azote, comme c'est représenté ici. 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 atomes d'azote autour d'un cuivre 1+. Le cuivre 1+ est heureux. Il n'en veut pas plus. Donc il va complètement ignorer ce qui est à l'arrière ici. Pourtant, on voit qu'il y a 3 atomes d'azote. Par contre, le cuivre 2+, que l'on obtient après avoir arraché un électron au cuivre 1+, ce cuivre 2+, est particulièrement frustré parce que le cuivre 2+, aime beaucoup être entouré de 5 atomes d'azote. Donc on obtient une espèce ici, après avoir arraché un électron, qui est un cuivre 2+, très malheureux. Donc une molécule extrêmement instable, et il n'y a qu'une solution pour satisfaire le cuivre 2+. Cet anneau va tourner. Les 3 azotes qui étaient là à l'origine vont remplacer les 2 atomes d'azote qui étaient au début en interaction avec le cuivre 2+. Donc on a un demi-tour ici, et on finit avec un cuivre 2+, relié à 5 atomes d'azote.
Donc il regarde dans son environnement, 5 atomes d'azote, il est heureux. Donc le système est très stable. Ensuite, on peut revenir, on réinjecte un électron, on obtient un cuivre 1+ très instable, parce qu'il veut être, disons, entouré de 4 atomes d'azote. Donc le système va de nouveau tourner et on réobtient la forme de départ. Alors c'est une chimie qui est très, très belle pour les étudiants ou les chercheurs post-doc qui travaillent dans ce domaine. C'est plein de couleurs. Donc on part d'un rouge vif, ici. On obtient un vert intense, vert sapin intense. On obtient ici un jaune-vert, pas très joli, pas très intense. Et puis après, ça va trop vite, on n'arrive pas à avoir la couleur. Donc j'ai l'un de mes anciens étudiants qui a fait une vidéo que je trouve assez démonstrative. On part du cuivre 1+. Donc c'est un complexe rouge, hein, ce n'est pas brun, c'est plus brun-rouge, disons. On voit les 4 atomes d'azote ici, donc ça correspond à cuivre 1+. Là, on a 3 atomes d'azote qui attendent patiemment, hein, en se disant il va bien se passer quelque chose. Donc on va arracher un électron, c'est ça le quelque chose. On fait un cuivre 2+ maintenant. Le cuivre 2+ va être pentacoordiné, donc 5 atomes d'azote, donc maintenant tout va bien. On peut remettre l'électron. Le cuivre 1+ va de nouveau conduire à une structure à 4 atomes d'azote, etc. Donc on a étudié ça dans le détail, c'est totalement stable. On n'a jamais vu la moindre dégradation. On peut faire ça pendant des jours dans l'ordinateur, à condition qu'il ne crache pas. Et on peut faire ça expérimentalement pendant des jours. Il n'y a vraiment aucune dégradation. Alors, c'était très lent au début, ensuite on a été plus vite. On a pu faire tourner un anneau autour d'un axe en microsecondes à millisecondes. Donc, c'était une amélioration assez spectaculaire par rapport au début, où on était dans le domaine des secondes ou des minutes. Donc voilà, tout va bien, disons. On a pu accélérer toutes ces machines et les faire tourner. Alors je voudrais juste vous dire qu'on n'est pas en train de faire un moteur rotatif, parce qu'on n'a pas le contrôle de la direction. Hein, ça va tourner, ça va faire un tour complet une fois sur deux, mais ça va faire une espèce d'oscillation, on appelle ça un mouvement de pirouette, l'autre fois sur deux, donc ça va tourner dans un sens, et ensuite ça va revenir dans le sens inverse. Et si l'on s'intéresse aux vrais moteurs rotatifs, il faut être un petit peu patient. Ils apparaissent en 1999 grâce aux travaux de l'équipe de Ben Feringa à Groningen, dans le nord des Pays-Bas. Et ces gens-là ont utilisé une double liaison, un alcène. Donc vous voyez ici une double liaison carbone-carbone avec des groupements encombrants reliés aux 2 carbones de la double liaison. Et bon, sans faire de la photochimie organique, disons, il est bien connu que lorsque l'on irradie une double liaison fortement encombrée, on va forcer un mouvement. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ici, ils vont irradier avec une énergie, disons, une lumière assez énergétique, de l'UV, et ce mouvement va avoir lieu. Donc on obtient un intermédiaire. Ensuite, ils vont chauffer un petit peu. Donc tout ça, ça a été trouvé par chance, hein, je dois le dire. C'est-à-dire qu'ils faisaient simplement cette réaction, et un jour, ils ont laissé traîner le produit dans le pot, la nuit, et le lendemain, ils se sont rendus compte que le produit n'était plus le même, c'était ça. Donc le mouvement avait continué, ils ont réirradié, le mouvement a continué, et ensuite ils ont chauffé à 60 degrés pendant 2 heures, et c'est revenu au point de départ. Donc c'est tout un cycle, et c'est directionnel. On a un vrai moteur rotatif, donc travail formidable, hein, qui a démarré le domaine des moteurs rotatifs. Donc ils ont une très jolie vidéo, là, enfin, que j'ai piquée à mon ami Feringa. Et cette vidéo, je vous la lance. Donc il y a 4 étapes. Une étape photochimique,
vous verrez un flash, une étape thermique, vous verrez un radiateur, une deuxième étape photochimique, de nouveau un flash, et une deuxième étape thermique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui verront le mouvement, et d'autres, le moins possible, j'espère, qui auront du mal à le voir. Donc regardez ça pendant 1 minute, juste. Pour moi, c'est toujours un moment d'angoisse, comme ça, parce que je me demande si les gens arrivent à le voir. Est-ce que vous voyez ce mouvement rotatif? Ouais. Bon, c'est beau, c'est une très belle vidéo. Hein. Donc voilà, la réaction photochimique, thermique, photochimique, etc. Et ça a révolutionné le domaine des machines moléculaires. Tout d'un coup, ça a apporté un élément qui manquait, qui est celui des moteurs rotatifs. Alors d'autres ont fait des navettes moléculaires, et notamment le professeur Stoddart et son groupe. Donc une navette moléculaire, c'est simple. Hein. C'est un anneau qui va se déplacer d'une station verte vers une station rouge, et puis revenir vers une station verte. Ça a beaucoup intéressé les gens. Il y a eu des dizaines, des centaines de publications dans ce domaine. On va passer ça, mais juste sans regarder la chimie, il y a eu des travaux très importants. À mon avis, il y a une douzaine d'années. Ah oui, pratiquement une douzaine d'années. Ça a été d'utiliser ces navettes moléculaires pour faire du stockage d'informations et du traitement d'informations au niveau électronique, donc des systèmes de stockage d'informations et vers ce qu'on peut appeler molecular computing, vers des ordinateurs à base moléculaire. C'est encore un peu de la science-fiction, même si les industriels se sont beaucoup intéressés à ce domaine. Alors, il faut savoir que la densité d'informations que l'on peut stocker avec des molécules, elle est incomparablement supérieure à celle que l'on peut stocker avec des transistors au silicium. On va terminer peut-être avec des muscles moléculaires. Donc on s'est intéressé à des muscles. Essayer de fabriquer une molécule qui se comporte comme un muscle. Les muscles striés, enfin les muscles, vos muscles, les miens, vous le savez peut-être, c'est complètement différent d'un ressort. Ça n'a rien à voir avec un ressort. Ce sont des filaments qui glissent les uns sur les autres, le long les uns des autres. Et ces filaments, disons en glissant, vont conduire à une contraction. Les filaments rouges vont se déplacer vers le centre de cet objet, qu'on appelle un sarcomère. C'est le plus petit morceau de muscle que l'on puisse imaginer. On obtient la forme contractée. Et lorsque les filaments glissent vers l'extérieur, bien sûr, on va réobtenir la forme étirée, qui est l'espèce relaxée. Donc on a fabriqué une molécule très sophistiquée, disons gros travail de synthèse, mais grand plaisir à la fin quand on voit que ça marche. C'est un dimère de rotaxane. On a un anneau bleu foncé attaché à un filament bleu foncé, un anneau bleu clair attaché à un filament bleu clair, et le filament de l'un traverse l'anneau de l'autre sous-unité. Et on a pu démontrer, sans aucune ambiguïté, que cet objet fait environ 8 nanomètres dans sa forme étirée, et qu'on peut le contracter et obtenir un objet qui fait à peu près 6 nanomètres. Et puis on envoie un autre signal chimique, il va s'étirer, ça va se contracter, etc. Et c'était le premier muscle, entre guillemets, de synthèse. Ça a intéressé un assez grand nombre de labos. Et maintenant, il y a des matériaux, des fibres, que l'on peut contracter ou étirer. Disons des vrais matériaux, pas seulement des molécules. Alors, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. J'aurais voulu parler du travail de Yann. Il en a mieux parlé que moi hier, sans doute, mais disons, c'était pour montrer une vidéo. On en a parlé ce matin. Et ça a été l'un des projets les plus ambitieux dans notre labo et l'un de ceux qui nous a donné le plus de plaisir, enfin à lui et à moi, je suis convaincu.
Donc on a essayé de faire un compresseur moléculaire. C'est ambitieux. L'origine du projet tenait au fait qu'il existe des enzymes, les chaperonines, dont la fonction est fantastique et incroyable. Ce sont des enzymes énormes, des dimères en général. Et ces enzymes sont là pour faire des tas de choses, isoler les protéines qui viennent d'être fabriquées par les usines biosynthétiques dans la cellule, mais également réparer les protéines fatiguées, parce que les protéines se fatiguent. Les protéines se dénaturent, donc elles ont une fonction souvent enzymatique, et elles peuvent perdre leur conformation, leur forme active, et il existe ces chaperonines qui vont leur faire subir une cure de jouvence. Donc ils vont encapsuler ces protéines, faire des massages sur la protéine, et ensuite la renvoyer au boulot. Donc elle est réparée, elle est jeune, elle est neuve, et elle va de nouveau refaire son travail. Et on s'est dit, bien sûr, on est totalement incapable de faire des choses comme ça aujourd'hui, mais on s'est dit, ça serait bien quand même de faire un compresseur, bon, si on peut faire un compresseur. Donc le projet, il est décrit ici. Bien sûr, il y avait Yann, bon, il avait aussi des collègues qui ont contribué à ces travaux. On a un rotaxane, un 4-rotaxane, avec 4 éléments qui sont déconnectés les uns des autres du point de vue de liens covalents. Donc on a ici des bis-anneaux, un bis-anneau, un deuxième bis-anneau, un anneau, un anneau, un anneau, un anneau, et ici des haltères, si vous voulez, ou des axes qui portent des gros bouchons. Et on se débrouille pour mettre des plaques au cœur de ce bis-anneau, une plaque verte ici, une autre plaque verte ici, qui sont des porphyrines, donc des molécules, de grandes molécules carrées, des plaques carrées. Et entre ces plaques carrées, on va pouvoir mettre une molécule invitée, quelque chose qui va être reconnu, qu'on appelle en anglais a guest. Donc voici le projet que nous avions. Donc voici, les bouchons sont là, les bouchons, les bis-anneaux, 4 atomes de cuivre, et c'est le cuivre qui va permettre de fabriquer cette molécule. Et là, les plaques qui sont des porphyrines de zinc. Alors, quand on a dessiné la molécule, le projet, là, je ne sais plus, au labo, disons, il y avait un peu de... On se demandait si c'était réaliste ou pas. Bon, toujours est-il qu'on s'est lancé dans cette synthèse, qui est compliquée, mais qui a été, disons, peut-être moins périlleuse quand même que nous ne l'avions escompté. Yann a même pu obtenir des cristaux. Si je me souviens bien, c'était par hasard. Non, excuse-moi. J'avais le souvenir que c'était un tube de RMN, voilà, et que tu voulais faire de la dosie le lendemain matin, et qu'au fond, il y avait des cristaux quand tu es arrivé. Ah oui. Enfin bref, donc ce n'était pas du tout par hasard, il savait qu'il allait obtenir des cristaux. Donc voici la molécule. Alors vous voyez les plaques de porphyrine ici. Excuse-moi, hein, c'est vraiment. Donc les plaques de porphyrine, et entre ces plaques, on a une distance d'à peu près 9-10 angstroms, et on peut insérer quelque chose. Et l'idée, ça a été de voir, est-ce que l'on peut maintenant comprimer le système. Donc il y a une assez belle vidéo, ici, réalisée par Jean-François Nierengarten. La clé, l'élément clé, c'est le cuivre. Le cuivre maintient tout ça, disons, de manière rigide. C'est comme un échafaudage. On a un rectangle ici long, et ça correspond à une structure. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une structure. Donc vous allez revoir cette structure, pensez qu'il y a quelque chose entre ces deux plaques. Et maintenant, on va retirer le cuivre. C'est le signal. Et ce fragment va venir interagir avec cet autre fragment. Donc les deux plaques porphyriniques se rapprochent inexorablement l'une de l'autre. Et bien sûr, ce qui était entre ces deux plaques va se retrouver d'abord comprimé, puis ensuite expulsé. Et si on remet du cuivre, on revient à la forme initiale.
Donc, juste pour terminer, je voudrais dire qu'avant que les machines moléculaires ne voient le jour, les molécules synthétiques étaient considérées comme des objets immobiles qui bougeaient, mais c'était des mouvements purement aléatoires, et que c'est les travaux au début de ces 3 labos, puis de nombreux autres labos, qui a complètement changé la vision des chimistes sur les molécules et qui ont permis de fabriquer des machines moléculaires variées, des muscles, des moteurs rotatifs, des navettes, toutes sortes de choses. Tout ça, c'est un travail qui est hautement collectif et j'aimerais remercier les gens qui y ont participé. Donc, dans le système français, il y a quelque chose de génial, c'est qu'on peut travailler comme des groupes d'amis permanents, où les gens ont leur poste. Donc, tous ces gens-là sont des chercheurs CNRS ou des professeurs de l'université. Et disons, en moyenne, on a été 4 ou 5 permanents, dont certains ont passé 25 ans dans mon labo, d'autres un peu moins, etc. Mais ça a été vraisemblablement la clé du succès de notre équipe. Il y a eu bien sûr de nombreux étudiants de thèse, de nombreux... Yann, je vois qu'il est ici. De nombreux étudiants de thèse, de nombreux chercheurs post-doc dans le domaine des caténanes, des rotaxanes, des nœuds, dans le domaine de la machinerie moléculaire. Il est de nouveau là parce que c'est la machinerie. Ce n'est pas exprès, hein, il est toujours 2 fois. Et le dernier système, vous voyez, une 3e fois même. Et Yann, crois-moi, toutes mes conférences, tu y es 3 fois. Donc ça, c'est sur le dernier système, ce système de récepteurs compresseurs, donc avec de nouveau des chercheurs permanents en bleu et des gens qui passent juste quelques années dans notre labo en noir. Je voudrais terminer en remerciant mon université, le CNRS, les communautés européennes, parce qu'aujourd'hui, disons, obtenir des fonds uniquement auprès de son pays, auprès de sa nation, ça devient de plus en plus difficile et c'est insuffisant. Donc il faut vraiment tout tenter pour avoir de l'argent européen. Mon nouvel institut, donc ISIS, que j'ai rejoint après que le CNRS m'ait gentiment suggéré de prendre ma retraite. Mon Northwestern University, où j'ai passé 3 ans, disons, à temps partiel. Jean-Marie Lane, qui a été mon boss dans une autre vie, je peux dire. Malcolm Green, avec qui j'ai appris la chimie des métaux de transition. Des enseignants formidables, Ourisson, Weiss, ma famille et mes 2 petits camarades, Fraser Stoddart et Ben Feringa. On pourrait parler d'applications, disons, il y a des applications réelles déjà, il y a des applications potentielles, à mon avis, qui déboucheront assez vite. Je vous propose de regarder quelques photos de Stockholm. Mais c'est vraiment comme vous le voulez. C'est pour les gens qui aiment les photos people. Si ça ne vous plaît pas, vous me le dites. Disons, aller à Stockholm pour recevoir le prix Nobel, ce n'est pas un truc qui arrive souvent. Et je vais vous dire, moi, je n'y croyais pas du tout avant. C'était même au point où, quand j'ai eu le coup de téléphone de la part du président de l'Académie des sciences suédoise, je croyais que c'était une blague et je disais juste yes, yes, yes. Voilà, mais enfin, bon, ça s'est quand même avéré réel. Donc, la cérémonie de remise des prix a lieu tous les 10 décembre, chaque année, sauf quand ça tombe un dimanche. Donc, c'est extrêmement formel. Donc, bien sûr, tout le monde est en queue de pie. Et le matin, les lauréats, donc en général une dizaine de lauréats, puisque ça va des sciences de l'économie à la médecine, physique, littérature, etc. Pour la littérature, c'était une mauvaise année, c'était Bob Dylan, et il n'est pas venu. Voilà. Donc, bon, pas grave.
Donc le matin, vous répétez, il y a une gestuelle, c'est-à-dire qu'on vous apprend le matin comment il faudra faire sur la scène avec le roi, avec tout le public qu'il y a. Donc il faut se pencher une fois comme ça, une deuxième fois autrement, etc. Donc tout le monde était très très tendu, tous les lauréats étaient très très tendus, même tellement tendus qu'il y en a un qui s'est complètement trompé, l'un des lauréats de physique, qui à la fin, au lieu de se pencher élégamment vers le public, s'est penché comme ça vers le public. Bon, ça peut arriver dans l'émotion. Hein. Donc ça, c'est le porte-parole du comité pour la chimie qui annonce les noms des lauréats. Donc c'est un chimiste bien connu, je crois que je ne connaissais pas bien. Et ensuite, après la cérémonie de remise des prix, donc la scène est ouverte et on était tous les trois là sur la scène à se congratuler. Et bien sûr, on est assez heureux à ce moment-là. Et puis Jean-Marie Lehn était venu. Bien sûr, lui, il peut venir quand il veut, parce que quand on est prix Nobel, on peut y aller chaque année, si ça amuse. Et voilà, il était venu, bien sûr, c'était un moment important pour nous deux, pour lui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lauréats Nobel qui ont un élève qui devient lui-même lauréat Nobel. Et bien sûr, tous les trois, on a énormément de respect pour lui, que ce soit Feringa, Stoddart ou moi. Donc tout le monde était content qu'il ait pu trouver le temps de venir. Ensuite, on a fait des photos avec ma famille. Donc Jean-Marie Lehn, qui pratiquement fait partie de la famille, mon épouse, notre fils et sa femme. Et là, il y a une dame qui s'appelle Anneli. Et cette dame, elle est attachée. Donc c'est une Suédoise de Stockholm, qui est un cadre administratif en général, et qui postule pour être une attachée, c'est-à-dire quelqu'un qui va être sans arrêt avec le lauréat Nobel ou sa famille. Et elle était en charge de me dire, voilà, Jean-Pierre, dans 1 heure, il y a un rendez-vous à tel endroit, cet après-midi, on va se retrouver à tel endroit, etc. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui vous guide. Et c'est formidable, parce qu'il y a tellement de choses à faire en 10 jours qu'on est heureux d'être aidé. Donc elle était là, elle nous a accueillis à la sortie de l'avion. Et à la sortie de l'avion, il y avait une autre personne, un monsieur, avec une casquette. C'était le chauffeur de la limousine Volvo qui était mise à disposition de notre famille. Et ce chauffeur était là, très, très sympathique. Donc voilà, on est un peu sur un nuage. Et bien sûr, on est un peu content de rentrer quand même à Strasbourg après, mais on sent qu'il y a une différence de niveau de vie, quoi. Le lendemain du jour, on a un dîner au palais, parce que la famille royale, donc ils sont très impliqués en sciences, enfin, franchement, c'est des gens formidables. Et ils invitent les lauréats et leurs familles, ainsi que quelques autres personnes. C'est ce qu'ils appellent un dîner intime, où on est 160. Et voilà, sur une seule table. Donc la famille royale, le roi, la reine, et il y a 3 princesses. Donc il y a une princesse qui est l'épouse d'un prince véritable, un enfant du couple royal. Ça, c'est une princesse royale, celle qui deviendra reine. Et puis les princes. Donc il y a les princes et les princesses. Bon, donc pour les Français, disons, c'est relativement dépaysant. Mais bon, ce sont des gens très agréables, très cultivés. Ils arrivent à discuter comme ça de choses. Voilà, juste pour vous montrer qu'avec mon ami Fraser Stoddart, on est des vieux camarades. Ça, c'était à Stockholm. Ça, c'était avec mon épouse il y a une dizaine d'années au Japon. Et disons, c'est un côté formidable, ce prix Nobel de 2016, c'est que c'était 3 amis. Très souvent, c'est 3 compétiteurs. Parmi eux, disons, quand il y a un trio comme ça, il y en a qui ne se parlent pas. Hein. Mais nous, c'était 3 amis, disons, 3 amis très proches,
On est copains depuis 40 ans avec Stoddard, depuis 30 ans avec Feringa. Et je vais juste terminer là-dessus et vous remercier pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.